Bonjour à tous. Du coup, on est très content de vous recevoir pour le deuxième webinaire sur comment booster notre productivité en bureau d'études. Voilà, Rémi et moi, nous sommes vraiment contents de vous accueillir. Donc là, on a pu voir vraiment sur des débuts d'outils sur le premier épisode. Là, maintenant, on va pouvoir vraiment aller sur la mise en œuvre et voir comment ça se passe. L'important, maintenant, je vais vous présenter un peu Métis. Je vais vous faire l'introduction. Métis, donc c'est un bureau d'études qu'on dit augmenté. En fait, notre spécialité, c'est les infrastructures de réseau et tout ce qui est autour de l'industrialisation des métiers de l'étude en BTP. Donc, on passe autant par la numérisation, alors beaucoup de géomatique, parce qu'il y a énormément de géomaticiens chez nous et que c'est cette science qu'on a surtout développée. On a en interne un data scientist et comme tout bureau d'études, avec un savoir-faire fort, on est beaucoup penché sur le process de notre travail. On a le sens, nos valeurs, en fait, nous amènent à travailler sur comment valoriser cette donnée, enfin la donnée qu'on traite dans le BTP, parce qu'on en traite quand même énormément, et comment on peut la mettre en lumière sur des usages open, donc c'est-à-dire sur l'open source, l'open data, donc ça c'est vraiment dans nos valeurs, comment partager en fait cette information. La mutualisation et l'industrialisation, c'est le thème de ces webinaires, donc je laisserai Rémi aller plus loin là-dessus. Et sur les démarches heuristiques, qui sont simplement des démarches sur l'expérimentation, l'expérience par itération. Voilà, donc on a un bureau d'études de 1,7 million de chiffre d'affaires, on est sur 2 sites, Lyon et Tunisie, une quarantaine de personnes, et puis le nombre de prises, on doit être à des milliards et des millions de prises maintenant en plusieurs années, donc c'est sur les prises de l'année dernière. Voilà, donc comme je vous disais, donc là on est sur un sujet, nous cette fois-ci, donc beaucoup sur l'industrialisation et l'optimisation. Donc notre objectif à nous, c'est de libérer en fait nos collaborateurs et nos énergies pour vraiment se concentrer sur ce qui est complexe et pas ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué peut être fait par un ordinateur ou par des programmes ou des scripts. Et c'est ça qui nous touche. Il y a aussi un aspect d'urgence ou de répétition. En fait, il y a beaucoup de choses, des petites tâches qui se répètent et qui sont là dans tous les projets et finalement qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur dans un projet global, mais par contre qui sont nécessaires à le produire. Donc c'est comme ça que nous on a travaillé sur cette partie-là d'industrialisation de ces tâches-là. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour optimiser? Donc on utilise donc les ETL, les FME, Python. Donc tout ça c'est des langages ou c'est des manières d'industrialiser, d'optimiser. Je laisserai aussi Rémi aller peut-être plus dans le détail plus tard. C'est aussi comment mutualiser les standards. On a pu déjà le faire dans le temps avec notre ancienne innovation Gotmi, où on a pu standardiser un modèle de données autour des travaux. Ça a tellement bien marché que, vous voyez, cette innovation a été, on nous l'a acheté avec le standard, donc même si c'était d'ailleurs un open standard. Et aussi comment traçabilité des flux, dans le sens de comment retrouver toutes nos commandes, retrouver qui a produit quoi, comment, où, pour pouvoir en fait revenir s'il y a eu des erreurs, un peu comme la brique de lait, revenir à l'endroit, tiens, c'est cette vache qui était malade. Et là, c'est pareil, où c'est qu'on a fait l'erreur pour pouvoir améliorer tout le temps nos processus. Voilà, donc je laisse Rémi continuer cette belle présentation. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'automatisation. Mais avant de commencer, pour rappel, lors du premier épisode, on avait parlé vraiment du monde de l'industrialisation au sens Métis en tout cas, donc qui apporte vraiment 5 grands points de plus-value. Sans refaire évidemment le premier épisode, ce qu'il y avait à retenir qui était très important, qui va être en lien direct en fait avec le sujet de l'automatisation de ce jour, c'était vraiment la partie lorsqu'on fait une chaîne de production, qu'on va produire des dossiers, de pouvoir la découper, la segmenter en plusieurs parties ou sous-parties pour avoir une meilleure visibilité, voir à ce qu'on doit agir. Tout ça en associant à une partie cartographie des compétences pour voir où nos collaborateurs, où est-ce qu'ils ont des domaines d'expertise, où est-ce qu'on peut les positionner pour vraiment avoir une meilleure synergie dans sa globalité. Donc pour rappel, voilà le but de tout ça. Encore une fois, nous l'industrialisation, c'est pas dans le sens faire du travail à la chaîne, de la pénibilité. C'est vraiment dans le sens tout à l'inverse, c'est mettre l'humain avant tout, de recentrer l'action sur l'expertise métier pour que les gens soient épanouis et puissent être efficaces dans la vie de tous les jours dans leur dossier. Donc par rapport à ça,
On avait défini ce que c'était l'industrialisation pour nous en tant que Métis. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de l'automatisation, c'est quoi? Encore une fois, donc ça reprend ce qu'on a pu reprendre au webinaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire de l'automatisation, on commence toujours par ce côté de découper les tâches, découper un processus de production, parce que c'est toujours plus facile d'automatiser des petites briques de production plutôt qu'un process, un ensemble d'étapes. On va se retrouver avec énormément de données à traiter, etc., et qu'on ne sait pas toujours par où commencer, où terminer. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en itération, parce qu'en découpant ce process de production en plusieurs étapes, on va pouvoir d'abord se focaliser sur une étape, une deuxième, ou même sur la première, faire déjà une première partie, l'améliorer au fil du temps pour voir tout simplement si on y gagne, si finalement c'est peut-être pas là qu'il faut investir notre temps. C'est vraiment toujours dans cette idée-là de dire on teste, on essaye, on voit le résultat et on regarde et on analyse voir si ça vaut le coup de continuer de pousser l'effort plus loin ou non. À savoir qu'évidemment, une automatisation, parce que c'est vraiment le sujet, je peux dire, à la mode, tout le monde veut faire de l'automatisation, tout le monde veut processer, veut automatiser ses étapes. Tout ça dans un but de gagner en productivité. On verra plus tard que ce n'est pas le seul indicateur à suivre. Il n'y a pas uniquement le gain de productivité autour du monde de l'automatisation. Et surtout, c'est que pour nous, en tout cas, en tant que bureau d'études, automatiser, c'est pas de recréer des machines, des grosses usines à traitement, mais plutôt de, encore une fois, axer l'automatisation là où il y en a vraiment besoin, où là, ça a vraiment un gain significatif, tout en minimisant l'effort. Donc c'est pour ça que ça peut être très bien d'une simple formule Excel ou même des fois juste repenser la façon de travailler sur un processus. Et donc voilà, d'une simple formule Excel, on peut gagner énormément de temps jusqu'à, si nécessaire, développer un outil de production ou de suivi. Par exemple, ça nous est arrivé, c'est notre cas, on a développé vraiment un outil qui nous permet, on va dire, de suivre facilement nos étapes de production. Donc ça, c'était un investissement, en tout cas un développement assez lourd, mais à la des développements très légers comme des macros Excel, qui est vraiment la base en général du développement en termes de développement pour les automatisations. Ah non, pas VBA. Si, VBA pourtant est notre ami. Donc là-dessus, vraiment, donc c'est la fameuse loi de Pareto que vous devez connaître, c'est le fameux 80-20. Le principe, même si c'est pas toujours le cas, mais c'est toujours d'essayer de faire le minimum d'efforts pour un maximum de gains. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas toujours prendre toute la globalité d'un projet pour vouloir l'automatiser absolument de bout en bout, et vraiment mettre l'effort là où c'est nécessaire. Le but de tout ça, d'automatiser, c'est pas évidemment pour remplacer quelqu'un, c'est pas pour piquer le travail de quelqu'un, mais c'est vraiment, encore une fois, dans ce sens de recentrer son cœur de métier, c'est de libérer du temps aux collaborateurs pour qu'ils puissent leur investir dans des tâches qui nécessitent leur expertise, en tout cas, et là où ils vont être plus épanouis et donc plus productifs. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment ça pour la description en soi de l'automatisation qu'on appelle chez nous Métis. Pour commencer, par une citation de M. Nohain, qui était un journaliste écrivain des années 1900, qui disait « La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir ». En fait, cette citation, pour l'adapter au monde de l'automatisation, tout simplement, parce que par expérience en tout cas, c'est indispensable de maîtriser son sujet technique avant de vouloir l'automatiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, on a une tâche, on dit « Ah ça rentre peut-être pas dans mes frais financiers, faudrait qu'on le fasse plus vite, donc pour ça, je vais l'automatiser, il faut le faire ». Ça, c'est bien beau, mais souvent, on va tout droit dans le mur en faisant ça. Il faut vraiment se dire qu'il faut d'abord avoir de l'expérience technique, le faire manuellement, faire plusieurs itérations manuelles, voir où est-ce qu'on peut pouvoir déterminer, où est-ce qu'on prend du temps, est-ce que c'est un sujet qui peut être automatisé, est-ce que ça demande une expertise ou est-ce que c'est faire que du copier-coller. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment voir où est-ce qu'on veut mettre notre effort demain. Donc, premier point, vraiment, d'avoir d'abord une expérience technique sur notre sujet, sans le maîtriser techniquement, pour aussi tout simplement pouvoir faire l'expression de besoin le plus clairement possible, puisque ce n'est pas toujours celui qui aura le besoin qui va faire développer en tout cas l'automatisation. Puis dans un second temps, évidemment, la visibilité sur le projet, ça paraît pourtant logique, mais c'est souvent une erreur qui est constatée au sein du bureau d'études, c'est vouloir automatiser, mais si on y va à l'aveugle, c'est parfois, on va essayer d'automatiser un point pendant 1 mois, alors qu'au final, au bout de 2 mois, ce projet va être terminé, et on va être déçu, parce qu'on va dire, l'automatisation, ça sert à rien, parce qu'au final, j'ai perdu de l'argent à essayer de développer un bout, en tout cas, d'automatisation. Donc, premier point important, c'est de voir la durée. Est-ce que ça dure 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, mais associé au volume, parce qu'évidemment, on peut avoir un projet sur 10 ans, mais si on y travaille 1 fois dans l'année, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, le nombre de récurrences, le nombre de fois que ça revient le dossier, le volume que ça prend, le temps que ça prend, pour voir si ça vaut le coup d'investir du temps. L'associer aussi au nombre de ressources, c'est différent, c'est-à-dire que si on a un projet où il n'y a qu'une personne qui travaille dessus à plein temps,
versus un projet où on a 10 personnes, même si le projet peut-être à plus court terme sur 6 mois versus un an. Et évidemment, s'il y a 10 personnes, il y a peut-être plus de plus-value à automatiser et à trouver, à mettre l'effort à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est un peu, on va dire, une liaison de 3 caractéristiques, durée, volume et nombre de ressources, pour pouvoir se dire, est-ce que je calcule mon fameux ROI, donc le retour sur investissement, est-ce que je vais dépenser de l'énergie, des coûts financiers aussi, pour pouvoir développer, et est-ce que ça va vraiment avoir un gain important. Sauf qu'en général, c'est compliqué d'avoir cette information avant même de se lancer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de quoi va dépendre ce ROI et comment on peut y répondre. Donc c'est là où le casse-tête de la fameuse automatisation va se lancer, c'est-à-dire je sais que j'ai de la visibilité, je sais que je peux gagner du temps, je peux gagner en qualité, je peux gagner sur différents points, mais je vais avoir des questions qui donnent quelle est ma donnée d'entrée, à quoi elle va ressembler, quelle est ma donnée de sortie, qu'est-ce que j'ai besoin de compétences. Aujourd'hui, moi, je connais pas, je suis pas développeur, je sais pas faire du VBA, je sais pas faire du Python, mais comment je peux faire pour compenser à ce manque en tout cas. Est-ce que je passe par du recrutement? Quels sont les outils adaptés? Et donc, c'est vraiment ces ensembles de questions qui va vraiment répondre à la question est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas dans notre développement d'automatisation. Donc, pour ça, tout le long de la présentation, je vais vous présenter, on va dire, un exemple qu'on a pu nous, en tout cas, confronter aujourd'hui au sein de notre bureau d'études et qu'on a répondu. Et je vous partagerai à la fin les liens ou en tout cas les améliorations, ce qui a marché, pas marché. Qui était le cas, en fait, de numériser un récépissé de DTDICP. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est vraiment quand on fait des chantiers de travaux, on va faire une demande de travaux. Les concessionnaires, les opérateurs en tout cas de réseau sur la zone en question vont faire des réponses disant moi j'ai un réseau ici, moi il est positionné là, il est temps de mettre sous la terre, etc. Avec certaines caractéristiques techniques dans le but que vous demain quand vous allez faire votre chantier, ne pas casser des conduites existantes ou autres, ne pas casser. Construire sans détruire. Construire sans détruire, exactement. Et du coup, donc nous, notre besoin, c'était quoi par rapport à cette demande? C'était de numériser les réseaux, c'est-à-dire qu'on a une demande, les personnes vont recevoir une multitude de documents où il y a des réseaux d'opérateurs qui vont être mis dessus. Et c'est de savoir, on peut mutualiser en fait toutes ces informations-là pour avoir qu'un seul plan pour éviter aux personnes sur le chantier d'avoir 15 feuilles à visualiser pour savoir où creuser ou pas creuser. Donc, ce qui rendait complexe, c'est de faire tout ça sur un seul et même plan, pour une visibilité. Donc, comme j'ai dit avant, le but c'est quoi? C'est on a un besoin, on va regarder d'abord la visibilité de la prestation. J'ai envie de dire sur ce cas-là, la durée est presque infinie, on ne va pas dire infinie, mais en tout cas sur des années, puisque tant qu'il y aura ce système de travaux avec des demandes pour avoir la visibilité, la vision sur ce qu'il y a sur le terrain, cette prestation-là existera, donc elle est presque infinie, même si on ne sait jamais de quoi il fait demain, il y aura sûrement des évolutions. Mais en tout cas, on en a pour un moment, donc on sait que sur la durée, on a le temps. Sur le volume, on sait très bien, on est tous témoins au quotidien qu'il y a des travaux qui se fait tout le temps un peu partout dans nos villes. Et du coup, on sait que le volume derrière le nombre de travaux ne fait que même augmenter. Donc, le volume, il n'y a pas de souci à se faire dessus, on sait qu'on va avoir du volume constamment. Nous, aujourd'hui, en tant que métis, donc là, je prends notre exemple à nous, ça va pouvoir mettre une personne à temps plein, en tout cas, à pouvoir traiter ce type de demande selon, encore une fois, il y a des moments où il y aura plus ou moins de charges, mais en moyenne, on peut se dire qu'on aura une personne qui peut traiter ce type de dossier-là de manière récurrente. Donc, c'est-à-dire que le contexte, là, on l'a maîtrisé, on sait qu'on a de quoi faire. La question après, derrière, comme je disais, la maîtrise technique, c'est très importante. Nous, notre cœur de métier étant la fibre optique et étant directement lié à ce monde, en tout cas des travaux et des interventions, on a déjà eu l'occasion de le faire à multiples reprises sur différents projets pour différents clients. Du coup, on connaissait très bien le sujet. On a la connaissance de bout à bout. On a fait sur différents types de logiciels, différents types de SIG. Et on a réussi à multiples reprises. Donc, on a de la visibilité, on a la maîtrise technique, on a un besoin. Du coup, là, on va se poser la question, à quoi ressemble le processus et comment on peut le découper? Est-ce qu'on peut automatiser? Peut-être que la réponse sera oui, non. Donc là, aujourd'hui, on peut voir que la première partie en haut, la première bande, si on résume, c'était on réceptionne des données, donc des ensembles de documents avec des réseaux. On devait le numériser dans un outil SIG, dans une cartographie, et ensuite renseigner les informations liées à ces réseaux-là dans un fichier Excel, et puis relivrer aux personnes concernées. Pour donner un exemple, si on redécoupe sans aller même trop loin déjà, la première partie en bleu, ça correspond à télécharger différents documents, donc les récépissés, les plans d'une base cadastrale sur lesquels on va travailler, les plans, vérifier qu'on a toute la donnée qui est complète, avant de pouvoir le numériser, faire l'action de le numériser de retracer les traits numériquement, en tout cas sous un logiciel. Ensuite, extraire des données, on va les extraire de l'outil, on va les analyser, les reporter, pour ensuite les mettre en forme afin de les livrer.
Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? En fait, tout simplement déjà, juste en découpant, juste en mettant des verbes à chaque action, on peut voir qu'il y a un bloc quand même pour moi en tout cas, qui se différencie des autres. C'est-à-dire que télécharger, c'est une action vraiment cliquer sur un bouton, réceptionner de la donnée. Bon, à première vue, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à automatiser cette partie-là? Je ne suis pas sûr, peut-être, ça dépend comment c'est fait. Numériser des plans, selon la donnée d'entrée, la réponse va venir après, mais ça peut être complexe selon la donnée d'entrée qu'on va avoir. Par contre, là, on parle ensuite de passer d'une étape sur des données de QGIS, on verra après qu'il y a des données libres, sur en tout cas de la remise en forme, donc extraire de la donnée, l'analyser, reporter, c'est vraiment des verbes en général quand on arrive sur ces verbatims, de se dire, c'est souvent des choses qui sont plus automatisables en tout cas. Donc ça donne déjà le fait de découper le processus et de mettre vraiment des actions, ça permet d'aiguiller déjà dans un premier temps, peut-être qu'ici il va y avoir quelque chose à faire en termes d'automatisation. Évidemment, ce n'est pas la seule question, c'est pas juste en découpant le process qu'on a la réponse. Du coup, la deuxième question qu'on va se poser, c'est la quid de la donnée d'entrée et de sortie aussi. C'est-à-dire que généralement, c'est souvent le nerf de la guerre, l'automatisation c'est bien beau, mais si la donnée part dans tous les sens, ça devient très dur d'automatiser si jamais on n'a jamais le même format. Est-ce qu'elle est disponible, c'est-à-dire où est-ce qu'on va le récupérer? Est-ce que c'est sur des outils des fois gratuits, des fois c'est-à-dire open source, on peut accéder aux bases de données. Parfois, c'est des logiciels qui appartiennent à des opérateurs ou des clients, qui fait que la donnée est sécurisée. On ne peut pas créer dessus, il faut vraiment faire du copier-coller. Donc là, déjà, on est limité. Les types de données, quel est le format, est-ce qu'il change à chaque fois? Parce que c'est tout bête, mais des fois, ça va être des chiffres, des fois, ça va être des caractères, et que ça peut impacter déjà la façon dont on va automatiser demain et le temps qu'on va devoir investir dessus. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser autour de la donnée. Il va falloir analyser aussi, de se dire, est-ce que ces données sont normalisées ou standardisées? C'est encore mieux qui répondent à un standard, puisque ça va permettre tout simplement d'avoir toujours la même donnée d'entrée, toujours la même donnée de sortie, et on sait exactement comment la traiter et comment la ressortir. Alors qu'évidemment, plus il y aura de variations, plus le temps de développement va être adapté aussi, donc plus ou moins long. Et pour ça, il va falloir transformer de la donnée. Et si je peux dire, c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire que la donnée d'entrée est souvent variable aujourd'hui, et la donnée de sortie souvent normalisée, puisque ça dépend vraiment, c'est une demande suite à un cahier des charges d'avoir sous un tel format. C'est pour ça qu'en général, on remarque on a fait beaucoup d'automatisation sur le contrôle qualité au final, puisqu'on va faire de l'automatisation sur quelque chose de normalisé, sur une donnée de sortie. Donc, c'est plus facile à automatiser un contrôle que vraiment automatiser un moment de la production où les données sont variables. Mais c'est pour autant réalisable. C'est réalisable par quels moyens? Par rapport à des ETL, donc c'est ce qu'on va parler après, ce sont des outils qui permettent la transformation. Et si on revient à notre exemple, par rapport au sujet de la donnée, on va voir quoi? Donc, nous, en données d'entrée, pour rappel, on va recevoir des fichiers PDF. Voilà, c'est des fichiers PDF qu'on reçoit. Fichier PDF, c'est souvent un stub, c'est-à-dire qu'il y a un peu des formats différents. Des fois, on peut réussir à attraper de la donnée dedans, des fois pas du tout. Donc, c'est jamais exactement le même format d'entrée. Et surtout, c'est jamais la même nomenclature parce qu'en fait, les différents opérateurs de réseau, on peut avoir, pour en citer quelques-uns, EDF, Orange, des opérateurs d'assainissement, qui vont chacun avoir leur façon de répondre à ce récépissé, chacun va avoir son propre PDF, jamais la même version. Du coup, ça va être une image. Un coup, ça va être vraiment un données plus exploitable. Donc, on n'aura jamais une norme là-dessus sur la donnée d'entrée qu'on va recevoir. Et en sortie, on a quoi? On a un projet on doit rendre un projet QGIS où on aura numérisé nos réseaux dessus, et un fichier Excel normalisé qui va toujours nous présenter de la même manière. On va reprendre les informations, quel est le mètre de conduite, à qui il appartient, quelle est la dimension, à combien de mètres on est sous terre pour savoir jusqu'où on peut creuser. Toutes les informations, c'est toujours les mêmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut voir qu'en entrée, on a des données plutôt instables, je puis dire, ou difficiles à exploiter. Et en sortie, quelque chose déjà à première vue qu'on va pouvoir maîtriser, puisque si on prend par rapport à notre processus, la première partie, c'est vraiment, on va l'identifier ici, c'est qu'on va prendre des données et on va devoir les numériser. Bon, encore une fois, je dis extraire et transformer des tracés d'un PDF sous un format dans un SIG, c'est quelque chose qui n'est pas impossible, mais qui est très compliqué, qui va demander beaucoup de recherche. Comment on fait? C'est un peu de l'imagerie, comment on fait pour détecter sur une image un réseau, comment l'extraire. Donc, ça demande déjà beaucoup de compétences et beaucoup de développement derrière. Encore une fois, est-ce que c'est le bon endroit à mettre l'énergie? Je n'ai pas la réponse pour le moment, mais en tout cas, c'est une question à se poser. Par contre, à l'inverse, de notre côté, on a des données qui sont dans une forme de base de données qui est dans un SIG qui est libre, qui s'appelle QGIS. Donc, on va pouvoir facilement aller rentrer, prendre la donnée pour pouvoir mettre dans un autre fichier, un autre type de format qui est de l'Excel, qui est quelque chose que toutes les entreprises maîtrisent aujourd'hui, qui est dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment deux outils qu'on connaît, dont on a la compétence, dont on sait travailler. Et du coup, ça confirme un peu notre première hypothèse de se dire... C'est aussi en retour sur le webinaire 1, ce qui permet aussi, c'est quand on a fait la cartographie des compétences,
Si on avait ce que Rémi vient de vous dire, c'est que si on avait la compétence de quelqu'un qui sait faire de l'intelligence artificielle autour de l'imagerie, peut-être que la première partie serait possible. Mais nous, en ayant fait notre cartographie de nos métiers, on a bien vu que c'est là, cet endroit-là, où on avait de quoi faire aussi. Donc, c'est là où c'est important, la première étape du webinaire, de bien faire cette cartographie de compétences pour se définir l'endroit où c'est plus facile de mettre son effort. C'est là où on voit vraiment qu'il y a une synergie entre le découpage des processus, la cartographie des compétences et ce qu'on veut automatiser, puisqu'on voit déjà, sans même parler encore technique, quel logiciel, quel outil, on voit déjà qu'on a vraiment, on voit déjà vers quel endroit on doit automatiser. En tout cas, ça confirme que cette partie-là, c'est encadré en noir. Cette partie-là semble être la plus accessible, en tout cas, comme on a dit au début, la plus facile d'accéder au développement sur ce sujet-là. Donc, comme j'ai dit, du coup, on a vu quelles sont les données sur quoi on va devoir travailler, sur lesquelles on maîtrise. Les différents outils, en tout cas aujourd'hui, sur lesquels nous, on travaille pour pouvoir transformer ces données, donc on appelle ça des ETL pour Extract, Transform, Load. Et du coup, là-dessus, les ETL, ça permet plusieurs choses. La première, évidemment, comme dit son nom, c'est transformer la donnée, qui est un point essentiel, mais pas uniquement. Souvent, c'est un point qui est oublié, mais aussi quand on va transformer la donnée, naturellement, pour la transformer, il faut vérifier qu'elle soit présente. Donc, ça permet aussi de faire une vérification de la donnée d'entrée, vérification plutôt de la complétude ou du format, de savoir si on attendait un texte à cet endroit-là, est-ce que c'est bien sous format texte, est-ce qu'il est bien, la case est bien complétée. Donc voilà, c'est vraiment une double fonction, c'est pas uniquement transformer. Et donc là-dessus, nous, on travaille sur plusieurs sujets, donc on travaille beaucoup dans notre domaine en tout cas, mais qui est un outil qui est de plus en plus à la mode, si je puis dire, qui est QGIS, ou qui est un outil libre, ce qui permet plusieurs choses. Déjà d'une, par rapport à la cartographie, d'y accéder gratuitement. Un second temps, qui dit gratuit, open source, dit aussi qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Donc, comme on peut développer, par exemple, sous base de Python, des petits algorithmes, en tout cas, pour aider à faire de l'automatisation, et c'est open source, tout le monde en fait. Donc, peut-être déjà de ne pas recréer ce qui existe déjà, de pouvoir accéder et rechercher sur le site de QGIS, voir ce qui existe pour pouvoir peut-être vous approprier une automatisation qui répondra à votre besoin, mais qui feront souvent les fameux 80-20. Peut-être que vous avez juste besoin d'appliquer une automatisation avec un peu de recherche et vous aurez répondu à 80% de votre besoin sans fournir aucun effort. Encore une fois, cette notion-là de fournir l'effort au bon endroit. Donc, on fait beaucoup en tout cas, nous, on fait des scripts sur QGIS pour essayer d'automatiser tous nos complétudes au niveau du SIG. Il y a aussi tout ce qui est lié au monde de la base de données, donc tout ce qui est monde SQL, et donc précisément nous PostgreSQL, où là-dessus, en fait, en plusieurs étapes, souvent, ça nous est arrivé qu'on fasse d'abord une macro Excel, ensuite on se dit, on va aller plus loin, on va plutôt mettre sous forme de base de données et ensuite traiter avec des requêtes. Et dernier point, ce qu'on utilise le plus souvent, qui est un outil vraiment que je vous invite, si vous souhaitez en tout cas, à vous l'approprier, c'est FME. Donc, malheureusement, ce côté-là, c'est un outil puissant, mais qui nécessite une licence qui est payant. Mais pour autant, c'est vraiment un outil qui synthétise tout ça. Ça permet de récupérer de la donnée, de la transformer vraiment d'un format A en format B. Et vraiment beaucoup de capacités à ce niveau-là, de pouvoir aussi faire de l'analyse visuelle sur des plans, sur des plans numérisés, je parle, donc sous format QGIS, par exemple, d'aller détecter de la donnée, la récupérer sur de la base de données. Et d'autant plus, l'avantage, c'est que même si ça nécessite évidemment des compétences et un minimum de formation, mais comme je vous ai mis le petit screenshot pour vous illustrer sur la droite, c'est en fait ça se définit sous format de bloc, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir définir des blocs en les paramétrant. C'est pas vraiment du développement pur et dur comme on peut l'entendre des fois, écrire des lignes de code en Python ou en C ou quoi que ce soit. Là, ça va être des blocs qu'on va mettre, et le gros avantage notamment, c'est lorsqu'on va faire un bloc qu'on aura déjà paramétré, vous pourrez demain dans une nouvelle automatisation récupérer ces blocs-là. Et le but, c'est un peu comme un format de Lego derrière, c'est qu'on va construire, on peut enlever, on peut récupérer et faire ces montages pour arriver à répondre à son besoin. Donc, c'est vraiment un outil qui est vraiment puissant à ce niveau-là pour pouvoir automatiser de manière ludique en tout cas et facile et accessible. FME était pensé pour faire donc des transformations de format, un peu comme un ETL, mais en simplifiant, donc en faisant quelque chose où il y a un design, où en fait on peut le designer directement et du coup derrière c'est le moteur qui fait les scripts. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent être intéressants, auxquels on pourrait échanger peut-être dans un autre temps, mais qui permettent aussi de faire des transformations de documentation, en fait, qui peuvent transmettre un Word en mettant des paragraphes, des choses qu'on utilise souvent et qui permettent de retransformer du Word, du Excel, du tableur, qui peuvent transformer des données d'un tableau à un autre. Voilà, nous, c'est celui-là qu'on a choisi parce qu'il est très utilisé aussi dans notre métier
et chez les géomaticiens. Voilà. Tout à fait, comme Miguel, comme on a pu le voir au début aussi, c'est vrai que l'automatisation, encore une fois, c'est pas tout le temps des gros outils obligatoirement et des gros développements. On parlait du macro Excel, on peut aussi parler des fois de simples transformations de type de fichiers, on parle de PDF, Word, etc. Il y a beaucoup de choses en ligne qui existent directement. C'est vraiment global à la transformation. Donc ça, c'est vraiment les outils nous qu'on utilise et dont on est satisfait, qui nous apportent en tout cas déjà des automatisations à forte valeur. Et tout ça, aujourd'hui, c'est bien, on a des outils, mais si on n'a pas la compétence en interne, quels sont les acteurs potentiels? Bon, aujourd'hui, pour moi, il y a à peu près il y a trois acteurs vraiment. Aujourd'hui, c'est déjà en interne. Donc, on a dit tout à l'heure par rapport à la cartographie des compétences, bilan de compétences. Souvent, évidemment, nos collaborateurs, nous tous avons tous eu des expériences avant dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, qui des fois, tout simplement, on n'est pas au courant qu'une personne a des notions de VBA, par exemple, qui pourrait très bien automatiser déjà des parties. Donc voilà, c'est vraiment important de faire cette cartographie, mais là, je renvoie en tout cas au premier webinaire sur toute cette notion-là. Il y a le sujet de formation, en tout cas, voilà, donc c'est des plans d'accompagnement pour tout ce qui est lié à ces sujets-là. Deuxième point, c'est data analyst. C'est un sujet que nous, enfin, en tout cas, un parti pris qu'on a fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a des automatisations où, je peux dire, nous, en interne, plusieurs personnes ont la compétence pour déjà monter des sujets. Ensuite, il y a des morceaux, évidemment, c'est vraiment des sujets à part, des plus gros développements, où là, ça demande vraiment beaucoup plus de compétences. Et c'est vraiment le sujet d'un data analyst, où lui, son rôle, c'est plus loin qu'un développeur, dans le sens où, c'est assez différent, dans le sens où c'est pas développer un logiciel, mais plutôt développer dans le sens, on va analyser de la donnée, de la cartographie, de la base de données, analyser, voir qu'est-ce qu'on peut en extraire, comment on peut la retransformer, de quelle manière. Donc notamment, c'est des outils, FME sont les amis des data analysts notamment, entre autres. Et c'est vraiment le type d'outils qu'ils utilisent au quotidien pour transformer et donner de la valeur, je peux dire, à ces données-là, pour vraiment dans le but d'automatiser pour nous. Et donc ça, voilà, donc, par le système de recrutement, en tout cas, c'est un métier qui il y a aussi des entreprises qui peuvent faire des analyses de data scientists ou de data analystes d'extérieur. Donc c'est vraiment ceux qui utilisent des bases de données pour les faire parler. Donc autant dire que c'est ça leur métier de base. Après, nous on a plus des data analystes, un data analyst qui est spécialisé dans la géomatique, parce que du coup c'est là-dessus où on met notre énergie. Mais il peut avoir, pour faire les recrutements de data analystes, il y a vraiment un peu de tous les profils, dans le sens pour avoir plus des chefs de projet, plus des gens qui ont de l'expérience sur l'analyse des métiers. Après, vraiment, ça dépend vraiment de la recherche aussi. Donc, il faut bien définir la fiche de poste pour pouvoir avoir un data analyst comme vous le souhaitez. Et le troisième point, c'est les sociétés extérieures. Donc, trouver un partenaire avec qui peut développer votre sujet. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a VRMS, du coup, qui sont des experts vraiment dans le milieu de FME notamment, qui peut vous accompagner sur ce type de prestations-là. Ou notre marque Kawa.io, où là-dessus, le principe, c'est vraiment nous, comme on le montre aujourd'hui, en tout cas, par l'expérience, on essaie vraiment de faire des études de faisabilité, de voir ce qui est faisable au sein de vos processus de production, pour pouvoir, dans le but vraiment d'automatiser et d'améliorer, dans le but de booster votre productivité. Ok. Et Kawa, du coup, on en a déjà fait pas mal. Vous pouvez regarder sur kawa.io, il y a un catalogue de services disponibles en fait pour des choses qu'on a déjà automatisées et industrialisées. L'exemple en faisant partie d'ailleurs. Donc là-dessus, si on reprend sur notre exemple, nous, notre besoin en automatisation, c'était quoi? C'était donc, si on le formule, c'était d'extraire des données dans une base de QGIS pour les analyser et retranscrire sous format Excel. En fait, naturellement, on va dire, juste en écrivant le besoin, quand on parle d'extraire, d'analyser, retranscrire, transformer, j'ai envie de dire, c'est les 3-4 mots qui décrivent parfaitement le monde des FME. Donc le choix était assez rapide pour nous, vu qu'on avait naturellement la compétence en interne. Le choix était rapide sur l'outil à utiliser et du coup le choix, puisque en interne, évidemment, vous vous doutez bien, il y a aussi ces acteurs, chacun son avantage et inconvénient. Souvent, des acteurs externes peut-être vont avoir des compétences, vu que c'est vraiment leur milieu de prédilection, avoir plus de compétences dans le domaine, peuvent aller plus loin. Par contre, à l'inverse, en interne, quand on a la compétence, même si peut-être c'est pas aussi poussé, l'avantage c'est qu'on est très agile dans le sens où on peut vite être flexible, réadapter si on voit qu'on va pas dans le bon sens, couper une automatisation, repartir sur notre. Donc c'est l'avantage en tout cas d'avoir la compétence en interne, c'est de pouvoir moduler notre motivation vraiment du jour au jour comme on le souhaite au fil du temps.
Du coup, aujourd'hui, on a la compétence, on a le besoin, où est-ce qu'on veut automatiser, on a les acteurs. Donc maintenant, on va se lancer et on se dit, c'est bien, mais du coup, moi, j'ai notamment pas la compétence. Comment je fais pour suivre tout ça? Est-ce que c'est un suivi de la même manière que nos outils de production? Donc là-dessus, nous, le suivi, la manière dont on suit l'ensemble des automatisations, on travaille en fait beaucoup sous le format de Kanban qui est lié au monde de l'agilité, sur lequel on travaille énormément. Le Kanban, c'est quoi? C'est un format de tableau en fait qu'on peut voir au milieu avec pas mal de post-it ou d'étiquettes. Où le but en fait, c'est de pouvoir faire travailler, on va découper en fait nos tâches. Donc j'ai pas remis l'exercice complet parce que je vais faire notamment, on va faire Letty a proposé un webinaire en décembre où vous serez invité si vous souhaitez y participer. Sur ce sujet-là, vraiment zoomer dessus sur le système de Kanban pour l'automatisation, mais aussi pour l'adapter au monde du bureau d'études, pour un peu, je peux dire, varier, avoir une autre vision que les tableaux plus classiques qu'on peut connaître, en tout cas avec soit des outils de suivi, soit vraiment des fichiers Excel avec énormément de colonnes. C'est un peu changer la manière de voir et de suivre de manière différente, qui peut avoir des atouts et aussi des inconvénients. Donc ça, on verra tout ça en décembre si vous souhaitez y participer. Mais pour faire un peu plus synthétique, si vous voulez commencer à mettre un pied dedans, le Kanban, c'est vraiment un tableau qui va permettre de visualiser les flux. On va découper nos tâches en sous-tâches, encore une fois. Si je parlais tout à l'heure, on va transformer un fichier Excel. Ça peut-être d'abord, la première tâche, c'est comment récupérer la donnée. La deuxième tâche, c'est extraire la donnée. On va faire des étiquettes à chaque fois et c'est de faire suivre un flux sur un tableau, une par une, pour éviter, encore une fois, d'être tout lancé en même temps, de faire un gros chantier. Et au final, peut-être ne rien avoir, en tout cas de rien avoir opérationnel à la fin facilement. Plutôt de faire petit, tester, donc on le réalise, on planifie, on le réalise, on va le tester, on échange avec les collaborateurs qui ont fait la demande. Est-ce que ça répond bien aux besoins? Est-ce qu'il n'y a pas faire les retours, le feedback, et ensuite jusqu'à la validation. Et ensuite, on enseigne notre tâche. Le but, c'est vraiment de gérer et entretenir les flux tout en définissant des règles pour pouvoir permettre, encore une fois, d'aller de fournir le moins d'efforts possible pour un meilleur résultat possible et faire des boucles de feedback jusqu'à ce que l'utilisateur soit satisfait de sa solution. Ne disons pas trop, parce que c'est pour le prochain. Oui, je garde pour décembre. On est encore sur la pédale. Et donc tout ça, une fois qu'on a suivi, comment on intègre tout ça il y a deux moyens d'intégrer. Il y a la première partie, on va dire, humaine et une seconde technique. Partie humaine, ça paraît peut-être logique, ce que je vais dire, mais c'est très important parce que souvent, c'est presque ce qui peut faire le plus de mal, en tout cas, l'intégration d'une automatisation. C'est plus souvent sur le côté humain que sur le côté technique, au final. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment communiquer déjà en amont du projet, même si c'est des petites tâches parfois, parce que expliquer la démarche, comme on avait dit au premier webinaire notamment, souvent quand on va parler d'automatisation de tâches, la réaction qu'on peut avoir, en tout cas nous-mêmes en tant qu'humains, c'est de se dire, pourtant c'est moi qui fais cette tâche, il me semble bien la faire en tout cas, pourquoi est-ce qu'on m'enlève ce travail, pourquoi on l'automatiser? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on n'a plus besoin de moi? Est-ce que vous séparez de moi? Non, évidemment, vous avez bien compris, le principe de l'automatisation, c'est pas ça, c'est plutôt de libérer cette personne des tâches qui ont peut-être une faible valeur ajoutée, qui ne nécessitent pas son expertise, pour justement le recentrer sur son cœur de métier et que lui puisse aussi plus s'épanouir dans son domaine. Donc c'est vraiment avoir une bonne communication là-dessus, expliquer pourquoi, les délais, quand est-ce qu'on va faire, comment on va mettre en place tout ça. C'est ce qu'on appelle libérer, délivrer, libérer, c'est ça? Exactement. Deuxième point, c'est donc même au moment où on a pu voir notamment rapidement du Kanban, on va pouvoir impliquer au maximum les collaborateurs techniques, c'est-à-dire ceux qui ont fait il y a ceux d'une part qui ont le besoin d'automatiser, et un second temps qui n'est pas toujours la même personne, c'est la personne qui va vraiment automatiser, qui va faire le développement de ceci. L'échange est très important pour l'implication, puisque ça va permettre au fur et à mesure de à chaque fois d'échanger, faire des tests, faire le feedback, et d'éviter de plutôt faire une solution complète, et arriver au bout de dire « Ah non, il faut tout refaire, c'est pas bon ». Ce qui malheureusement est une erreur qui arrive, qu'on entend souvent. Donc, voilà, impliquer au fur et à mesure, faire des itérations, vraiment dialoguer, communiquer, c'est vraiment une clé en tout cas d'une bonne automatisation. En tout cas, c'est un retour d'expérience parce que nous, on a eu des écueils. On a vécu de différentes stades de notre manière d'automatiser et d'expérimenter ça. Donc, c'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui aussi de vous le partager parce qu'on pense qu'on peut éviter certaines de ces écueils justement. Et une fois que l'outil est sorti, encore une fois accompagner, donc former, accompagner la personne, lui montrer comment le fonctionnement pour qu'elle s'imprègne rapidement de l'automatisation, qu'elles ne sont pas abandonnées face à elle, ce soit pas un frein mais plutôt un avantage évidemment. Et enfin, ça c'est aussi par expérience, nommer un référent par l'automatisation, c'est-à-dire de quelqu'un qui va permettre de voir par la suite s'il y a besoin de le faire évoluer, qui va faire exprimer des besoins, en tout cas être le porte-parole des besoins. Parce que souvent, sinon, s'il n'y a personne qui est référent sur le sujet, il va peut-être avoir des besoins, mais qui ne vont pas être montés correctement, en tout cas qui ne va pas être entendu, et ça c'est dommage, puisque
Le problématique qu'on peut avoir dans une automatisation, c'est de la mettre en place et de malheureusement la laisser vieillir et qu'elle devienne obsolète. En fait, c'est dans la méthode Scrum qu'il y a cette problématique-là. C'est ce qu'on appelle dans la méthode Scrum le Product Owner. Donc, ça, Product Owner, c'est celui qui représente le client. Donc, le client, il peut être interne. Et le client, c'est de faire une automatisation. Enfin, c'est quoi le projet de faire une automatisation? Donc, c'est toujours bien que ce Product Owner soit toujours référent et puisse, lui, tester, valider, remonter les informations venant même des autres collaborateurs qui pourraient, eux, utiliser aussi cette automatisation. Et ça évite la cacophonie, que tout le monde parle en même temps, ou que finalement, des fois, ça peut être des problématiques juste d'usage et non réellement de besoin sur cette automatisation. Voilà, donc ça vient de cette méthode-là. Et du coup, sur comment accompagner tout ça, je peux dire donc, sur le côté technique, qui vient dans le second temps. Déjà, premièrement, qu'on va intégrer une automatisation. C'est pour ça qu'il y a un investissement aussi à l'automatisation, puisque au début, vraiment, il faut vraiment faire un contrôle accentué de nos études, en tout cas de nos dossiers, pour même s'il y a eu des tests, pour vraiment valider le fait que ça répond bien au besoin, qu'il n'y a pas eu en tout cas d'erreur au milieu. Parce que le but de l'automatisation, encore une fois, c'est de faire gagner du temps, gagner de la qualité, gagner en productivité. Il ne faut pas se retrouver dans le piège inverse de se dire, on a automatisé, on lance, tous les dossiers sont revenus en erreur, je suis en conflit avec mon client, etc. Donc vraiment, au début, contrôler à 100% jusqu'à faire des échantillonnages, diminuer jusqu'à plus besoin de contrôler puisque notre automatisation est vraiment opérationnelle à 100%. Être agile face aux évolutions, donc c'est lié à ce qu'on vient de dire, vraiment avec le sujet du référent, de ne pas non plus tomber dans l'erreur de laisser mourir, si je puis dire, l'automatisation et ne pas la faire évoluer, parce que les dossiers, les types de dossiers évoluent, la donnée d'entrée peut évoluer, le type de données de format, mais ça peut avoir un impact sur votre outil. Donc encore une fois aussi, c'est pour ça que c'est important de découper les tâches et de découper nos automatisations. Ça permet peut-être d'impacter un changement que sur une automatisation, un endroit, le processus, plutôt que faire une énorme machine et qui va impacter l'ensemble à chaque fois et qui va avoir un temps de maintenance, si je puis dire, beaucoup plus élevé. Donc c'est vraiment ça ce qu'on appelle dans une logique d'amélioration continue. Et enfin, documenter aussi, on connaît très bien ce problème-là, souvent, quel que soit le type, c'est pas que dans le monde du développement, on fait une prestation, qu'on fait quelque chose, on a fini la solution technique, on l'envoie, on est content. Le problème, c'est qu'on va devoir revenir dessus dans 6 mois ou plus, et on ne se souvient plus de tous les tenants aboutissants, pourquoi on avait fait ça à cet endroit-là, pourquoi on avait choisi cette solution, comment ça marche, où est-ce que je peux agir. On va documenter l'ensemble. Encore une fois, il y a déjà des outils pour faire ça quand c'est des gros développements, des GitHub, etc. Nous, aujourd'hui, en tout cas, pour des petits développements sur des tâches assez courtes, on a utilisé le sujet c'est un Wikimedia, donc c'est en principe qu'un Wikipédia. C'est libre, c'est facile d'accès, c'est vraiment la même présentation. Où dedans, on va décrire notre automatisation, comment on l'a pensé, comment on l'a réfléchi, pour pouvoir, si c'est quelqu'un d'autre qui va devoir travailler dessus dans 6 mois, facilement reprendre le sujet, avoir l'ensemble des informations pour pouvoir agir dessus. Donc, encore une fois, très important, documenter, communiquer. Ce sont des points qui sont souvent oubliés, mais qui sont tout aussi importants que tout le reste, en fait, que le développement en soi. Donc, on arrive à un développement. Comment savoir si notre développement, au final, on a bien fait ce qu'on a fait? Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'on est arrivé à avoir des retours sur investissement, au final? Et à savoir que souvent, on parle souvent de financier, c'est souvent le nerf de la guerre, la finance, mais il n'y a pas que ce sujet-là comme indicateur de réussite. Donc, nous, vraiment, c'est nos 4 indicateurs qu'on regarde après une automatisation. C'est d'abord sur la qualité des études, parce qu'on a dit au début, pour rappel, c'est souvent plus facile d'automatiser un contrôle, vraiment un endroit de la production, une tâche précise. Et du coup, gagner en qualité d'études, c'est gagner aussi en temps de contrôle. Donc, évidemment, encore une fois, le but, on a dit, recentrer l'expertise métier de votre collaborateur sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, qui va aussi avoir chez lui de l'épanouissement. Donc, gagner du temps sur la qualité, augmenter en qualité. Gain de temps de production, évidemment, ça paraît naturel, puisque c'est aussi un des sujets de base d'automatisation, c'est vraiment de gagner du temps de production sur la production même soit du dossier ou de votre affaire. Aussi la division des tâches répétitives et chronophages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans tous les métiers, il y a toujours un endroit, au moment où vous allez dans votre journée, vous regardez, vous faites des copier-coller à un endroit. C'est pas des tâches qui sont plaisantes. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie au final. Et plus on diminue ces tâches-là, plus on a de l'énergie à revendre ailleurs. Encore une fois, donc regardez combien de tâches on a de ce type-là à faire dans la journée, et comment on peut, si je puis dire, s'en séparer. Et le volume de dossiers traités, voilà, est-ce qu'on booste notre productivité? Est-ce qu'on traite plus de dossiers à la journée? Voilà, dans un but de gain de production, qui est vraiment le but de cette saison, de cette année, c'est vraiment de se dire comment on peut booster notre productivité. Et donc pour ça, à chaque fois qu'on va faire un développement, on va regarder ces 4 indicateurs et on va se dire à chaque fois, se poser la question, voilà mes indicateurs, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que
je vais plus loin ou est-ce que ça vaut pas la peine de faire plus d'efforts? Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la route des hein. Enfin, c'est pas nous, c'est une méthode. Et c'est le but à chaque fois, c'est dans la même méthodologie d'agilité, d'itération, de se dire, OK, j'ai ça comme résultat. Est-ce que je pourrais faire mieux à tel endroit? Quel plan d'action je mets en place? Et on repart un peu dans l'idée du début du webinaire, c'est-à-dire redécouper une tâche, voir si je peux pas l'automatiser, est-ce qu'elle a de la valeur, est-ce que ça a du sens? Et on repart dans les cycles comme ça jusqu'à arriver à avoir une optimisation de notre automatisation. Si je reprends mon exemple, nous, pour ce type de dossier-là, pour donner un peu des valeurs, un ordre d'idée, un dossier, on traitait en moyenne sous 1 heure. On a mis le temps de développement pour faire cette partie, c'était 4 jours. Donc ça peut déjà, on peut se dire, c'est quand même, on parle d'effort, est-ce que c'est pas trop d'avoir mis 4 jours, alors que en 4 jours, on a fait faire beaucoup de dossiers, à 1 heure le dossier. Bon, on va voir, déjà la qualité d'étude, on peut voir tout simplement, il n'y a plus d'erreur sur le reporting des informations, puisque nous, aujourd'hui, dans le fichier Excel en question, on prenait des informations, on avait consulté visuellement, copier-coller à notre endroit, etc. Et à force de faire des tâches toute la journée, humainement, c'est compliqué de ne pas faire d'erreur. Donc, on a gagné en qualité et on a gagné aussi en temps de contrôle qui a été diminué. Donc, c'est un super point. Déjà, sur le temps de production, voilà, c'est un peu mitigé parce qu'on se dit qu'on a un gain de 10%. Donc, ça peut être dur à juger comme ça, est-ce que c'est bien 10%, pas bien 10%. Ouais, 10% sur 1 heure, ça semble léger en tout cas par rapport à l'investissement qu'on a pu mettre au début. C'est un peu contraire au discours qu'on a pu dire minimiser l'effort pour un maximum de gains. Du coup, ça semble un peu léger en tout cas, donc peut-être qu'il y a eu une erreur là-dessus, une mauvaise analyse sur où est-ce qu'il fallait mettre l'effort au début. On va continuer. Ensuite, on a la diminution des tâches répétitives chronophage. Là, clairement, sur la prestation, on est passé où il y avait une partie où il fallait faire que du copier-coller. Là, cette partie-là a été complètement éradiquée du processus. Du coup, c'est vraiment un gain pour les collaborateurs, on va dire une diminution de la pénibilité de la tâche. Donc, ça rend un point positif. Et par contre, si on regarde le volume de dossiers traités, il n'est pas égal à 10% du gain de production. Et là, on a un constat qu'on a fait 25% plus de dossiers par jour. Pourquoi? Et c'est là le paradoxe aussi qu'il faut faire attention, c'est que quand on veut regarder un retour sur investissement, il ne faut pas regarder uniquement le financier ou uniquement le temps de gain de production. C'est vraiment un ensemble qu'il faut prendre. C'est bien plus complexe que ça, il faut prendre sur l'ensemble. On a une meilleure qualité, donc évidemment une meilleure image client, mais aussi un gain en termes de temps de contrôle. On a les collaborateurs qui sont plus efficaces parce qu'ils perdent pas d'énergie à faire des tâches répétitives ou chronophages ou à faible valeur ajoutée, et ils sont vraiment que dans leur domaine d'expertise, dans leur milieu. Et donc cet ensemble-là, en fait, fait qu'on a réussi à gagner 25% de productivité, on a boosté notre productivité, alors qu'en soi, brut, on a gagné que 10% de gain de production. Encore une fois, là, on aurait pu se dire aussi, c'est quand même un super résultat, du coup, c'est positif, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas eu encore mieux si on aurait misé sur notre étape, au final, une étape qui aurait un pourcentage plus élevé. Dans notre cas, pour être transparent, 60 à 70% de notre temps était vraiment sur numériser, c'est-à-dire de passer sur un format PDF à numériser tous nos réseaux sous un format SIG. Donc, ça a été là-dessus, naturellement, on se dit, c'est là où il y a la grosse majorité de notre travail, c'est là-dessus qu'on va pousser notre automatisation. Et pourtant, on n'a pas fait ce choix-là, tout simplement parce que, je le rappelle au début, il faut que ce soit, faut vraiment penser au plan de faisabilité, à la facilité d'accès au développement, puisque c'était une partie que nous, en tout cas, on ne maîtrisait pas en interne directement, et que c'était complexe à développer cette partie-là, donc on a préféré faire petit, rapide et efficace, plutôt que faire gros et sans savoir si on allait avoir un résultat à la fin. J'aimerais donc conclure en tout cas ce webinaire sur la partie ROI, pour dire que c'est pas un sujet facile évidemment. C'est parce que c'est vraiment pas une question qu'on se posait, on sait qu'on va automatiser, mais est-ce qu'on va vraiment y gagner à le faire? Ça va dépendre de vraiment beaucoup de critères, déjà du niveau d'avancement de chacun, toutes les entreprises n'ont pas le même niveau d'avancement. Est-ce que les données déjà sont normalisées? Plus elles sont normalisées, plus on va avoir de la facilité à automatiser, à développer des solutions. Les outils nécessaires, on parlait, si vous utilisez FM et vous ne l'avez pas aujourd'hui, ça va avoir un coût de licence. Les compétences, est-ce qu'il faut faire de la formation, si vous allez avoir des coûts extérieurs avec un partenaire. Donc, c'est vraiment l'ensemble. Aujourd'hui, on peut pas il n'y a pas de vérité, en tout cas, sur les ROI d'une automatisation. En tout cas, nous, par expérience, au fil de ces années, ce qu'on a décidé, le plan d'action qu'on fait à chaque fois, je vous invite à peut-être essayer, c'est vraiment de sélectionner ces automatisations. Donc, regarder où est-ce qu'on va pouvoir gagner beaucoup avec le moins d'efforts possible. Et comme on a pu voir dans notre cas, c'est pas tout le temps faisable, ce fameux 80-20, il est pas magique. Du coup, dans ce cas-là, il faut vraiment faire une étude de faisabilité. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui est accessible pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire et quel résultat. Et encore une fois, on a préféré faire rapide et travailler en itération, donc développer et analyser avec plusieurs itérations. Si on pourrait prendre le cas, notre exemple, où on a vraiment pris des bases de données, on a fait une macro Excel, ensuite on a fait une base de données, ensuite on a fait, on n'a pas fait tout en une seule fois,
Parce qu'en force des itérations, on a à chaque fois fait la route des mines, on s'est dit on peut faire mieux, on peut aller plus loin avec plusieurs résultats. C'est comme ça qu'on obtient, on va dire, la meilleure automatisation possible. Faire une itération et à l'inverse, voir où est-ce qu'on peut bloquer et peut-être que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà, ce fameux ROI, c'est un sujet complexe et qui dépend énormément de facteurs que vous avez pu voir. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir écouté pendant ces 45 minutes. J'espère que en tout cas, je vous ai apporté des outils et des éléments qui peut-être vous permettra demain d'agir, en tout cas, ou de continuer à agir. Hein, ça dépend, encore une fois, le niveau d'avancement dans chaque société. Du coup, j'ai même envie de vous demander aujourd'hui, vous, par rapport à tout ça, est-ce que vous utilisez déjà des outils? Est-ce que où en êtes-vous vraiment par rapport à cette automatisation? Du coup, on va vous laisser la parole pour échanger là-dessus. Là-dessus, il me semble qu'on peut demander la parole sur le chat. En tout cas, je vous remercie moi aussi de votre de l'écoute et d'avoir pu participer à ce webinaire. Il y a beaucoup d'informations, on pourra en dire des heures, on pourra en parler des heures. En tout cas, ne soyez pas, moi mon message, ça serait, si vous vous sentez un peu perdu ou quoi que ce soit, en tout cas, on est là aussi, on peut discuter. Je pense que vous connaissez mon numéro, en tout cas nos mails. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et si vous avez des questions, faites-la sur le chat ou demandez la parole sur le chat. Et puis nous, on vous libérera la parole dans le sens, je crois qu'il y a un système, il y a la régie qui va vous donner la parole. C'est ça, il faut voir le micro, c'est pour que tout le monde parle en même temps. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on était très clair, donc tant mieux. En tout cas, déjà, j'en profite tant que si quelqu'un a une question ou souhaite partager en tout cas un avancement ou une remarque aussi, en retour, si vous êtes en accord, en désaccord par rapport à peut-être ce qui a été dit. Nous, aujourd'hui, par rapport à cette saison, en tout cas, la saison se terminera en décembre cette année, cette première saison sur comment booster la productivité en bureau d'études, avec un épisode, en tout cas, avec un épisode le mois prochain, qui sera du coup le 16 novembre, donc les invitations sont lancées, mais si vous voulez déjà avoir la date, on va parler vraiment de ce sujet d'amélioration continue, comme on a pu aborder rapidement à la fin, c'est de se dire, j'ai mis des choses en place, c'est vraiment la suite logique par rapport aux deux webinaires, j'ai découpé des processus, j'ai fait des cartographies de compétences, j'ai mis tout ça en synergie, j'ai fait une automatisation. Comment je fais pour continuer à améliorer et pas tomber? Est-ce que souvent quand on fait des ateliers, je peux dire autour de ça, c'est d'avoir un résultat et un peu de le mettre de côté après l'oublier, donc c'est comment être agile dans le bureau d'études, quels sont les outils pour suivre tout ça, et dans une démarche d'amélioration continue. Et tout ça, naturellement aussi, on montre beaucoup d'avantages, évidemment, mais il y a aussi des risques à moyen et long terme qu'on partagera et comment, évidemment, on peut pallier à ces risques-là. Et ensuite, un autre qui sera en décembre, qui sera vraiment lié Zoom sur le Kanban, comment suivre de manière différente dans un sein d'un bureau d'études, comment analyser tout ça, comment voir différemment, comment agir différemment sur son suivi, et avoir un autre type de jeu de données, en tout cas, pour travailler dessus. Bon, on voit pas de questions. On vous remercie tous de votre participation. Probablement que vous recevrez aussi un petit questionnaire de satisfaction, de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, de retour d'expérience. Pour nous, c'est pas un exercice non plus. On n'est pas une entreprise de marketing ou de communication, donc c'est important pour nous aussi de progresser, de pouvoir voir comment on apporte notre savoir, en tout cas notre connaissance à tous. Voilà, n'hésitez pas. Et pour conclure, en tout cas, si jamais, on partage ici les coordonnées de Kawa, si vous avez compris, on a une solution, on a une plateforme qui aide aussi à l'automatisation, pas que, on verra, il y a plusieurs choses, je vous invite à aller visiter la plateforme. Et si aujourd'hui vous avez des besoins et que vous n'avez pas les compétences et les outils en interne et que vous souhaitez échanger, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez le mail et l'adresse, en tout cas, pour nous joindre. Merci beaucoup. Donc merci à vous tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on reste disponible en tout cas sur des questions ou des remarques. Une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.